Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine avec au sommaire un retour sur le parcours de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak, décédé ce mardi 25 février. L'ex-chef de l'État est resté 30 ans au pouvoir avant d'être renversé par un soulèvement populaire en 2011. Nous verrons ensemble l'héritage que le président déchu a laissé à l'Égypte. La Commission économique pour l'Afrique s'active en faveur de l'intégration régionale à 5 mois de l'entrée en vigueur effective de la zone de libre-échange continentale qui se fera le 1er juillet 2020. Les délais sont courts, mais les défis pour unifier les économies du continent restent grands. Et l'agriculture représente environ un quart de la production économique de l'Afrique. Pourtant, les rendements agricoles du continent sont 2 fois moins élevés que la moyenne mondiale à cause du déficit de mécanisation. Et si la solution venait du digital, c'est une piste que nous étudierons dans cette édition. Et pour nous accompagner tout au long de cette édition, nous serons avec Monsieur Makaïla Gebla, journaliste blogueur, bienvenue. Bonjour, merci. Monsieur Oumar Diop, consultant en finance et membre de l'association Estelle, bienvenue. Bonsoir, merci. Et Monsieur Karwin Maïzo, journaliste et analyste politique, bienvenue. Merci. Les présentations sont faites, on passe tout de suite à l'info du jour. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est décédé ce mardi 25 février à l'âge de 91 ans. Celui qui a été à la tête de l'Égypte, le pays le plus peuplé du monde arabe, s'en est allé avec le record du règne le plus long de l'histoire de l'Égypte moderne. Un règne qui a pris fin en 2011 suite à un soulèvement populaire. Il sera condamné à la prison à vie 1 an plus tard et acquitté en 2017. Retour sur son parcours avec Ibayako. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak s'est éteint ce mardi 24 février à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire du Caire. En 1981, celui qu'on surnommait Raïs arrive à la tête de l'Égypte. Il restera au pouvoir jusqu'en 2011, soit 3 décennies plus tard, avant d'être renversé à la faveur de la révolution du Nil, le soulèvement populaire de 2011 réprimé dans le sang. Jusqu'à sa chute, 2 tiers des Égyptiens n'avaient connu que lui à la tête du pays. J'ai décidé de déléguer au vice-président les responsabilités du chef de l'État, conformément à la Constitution. Je sais très bien que l'Égypte surmontera cette crise et que sa volonté ne sera pas brisée. L'Égypte se remettra sur pied avec l'engagement et l'honnêteté de ses enfants, tous ses enfants, et se vengera de la ruse des comploteurs. Hosni Moubarak ne se destinait pourtant pas à une telle carrière. Avant d'accéder à la plus haute fonction de l'État égyptien, il envisageait plutôt de consacrer sa vie à l'armée. Diplômé de l'Académie de l'armée de l'air, il est nommé en 1972 commandant des forces aériennes égyptiennes. Après l'assassinat d'Anwar el-Sadat, il est élu à la présidence à 53 ans. Dès son entrée en fonction, Hosni Moubarak s'est donné comme objectif de redonner une voie diplomatique à l'Égypte. Je continuerai avec vous sur la voie de la transition, vers un avenir meilleur pour l'Égypte, en assumant la responsabilité et les fardeaux. Tant qu'il y aura dans ma poitrine un cœur qui bat et que je respire. Néanmoins, le mécontentement grandissant de la population nourrit des difficultés économiques et sociales endurées a débouché sur un mouvement de protestation qui a conduit à la chute de Hosni Moubarak le 11 février 2011. Il a ensuite été emprisonné durant 6 ans, condamné à la perpétuité pour complicité et conspiration pour meurtre de manifestants. Il a été remis en liberté en mars 2017 lorsque les dernières charges ont été abandonnées contre lui. Une libération qui a mis un point final aux poursuites contre lui et au long feuilleton judiciaire qui l'avait contraint à passer l'essentiel de ses 6 années de détention dans l'hôpital militaire du Caire. Alors, il faut préciser que 3 jours de deuil national ont été décrétés en son hommage à partir de ce mercredi 26 février et ses funérailles se tiennent ce mercredi 26 février. Monsieur Karwin Maïzo, est-ce que la disparition de Hosni Moubarak se fait dans l'émotion ou plutôt dans l'indifférence générale ?
Plutôt dans l'indifférence, parce que ça fait longtemps qu'il a quitté les pouvoirs dans des conditions un peu particulières. Il a 91 ans, bon, il aurait eu peut-être 70 ans, on l'aurait regretté. Mais il y a eu des événements qui ont fait qu'on puisse l'oublier. Il y a eu d'abord le président Morsi qui a été défenestré brutalement du pouvoir, et le président Fattah al-Sisi qui est là, ce qui fait que Hosni Moubarak est devenu une espèce de mauvais souvenir pour certains Égyptiens. Je pense que son décès ne suscite pas d'émotion particulière. Monsieur Kleba, vous partagez cet avis? Je partage effectivement cet avis dans le sens que Hosni Moubarak, comme vous l'avez su le dire, il a dirigé d'une main de fer en fait, l'Égypte pendant 30 ans dans la répression généralisée. Il laisse malheureusement un héritage lourd pour l'Égypte parce qu'après lui, c'est une situation qui reste chaotique. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs militants, plusieurs journalistes opposés au régime militaire et au pouvoir sont incarcérés, détenus et arbitrairement les manifestations sont systématiquement interdites en Égypte. Donc en tout cas, sa disparition, de mon point de vue, reste quand même une disparition difficile pour les Égyptiens qui n'ont pas pu quand même exploiter la révolution en 2011. En tout cas, la situation reste quand même très difficile parce qu'après lui, les islamistes ont été réprimés, la mort de Morsi, le règne de Sisi n'est que l'incarnation totale de Hosni Moubarak. En tout cas, la situation en Égypte n'est pas du tout rose de mon point de vue. C'était un homme assez énigmatique, hein. On disait de lui qu'il avait pas un grand charisme. Pourtant, il détient le record du règne le plus long de l'histoire de l'Égypte moderne. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Monsieur Diop? Écoutez, d'abord, moi, le décès du président Moubarak, je ne peux pas le voir dans l'indifférence. Je pense que c'est une figure de la vie politique de l'Égypte. Bien entendu, c'est contestable après avoir mis 30 ans au pouvoir. Mais je pense que c'est quand même une mémoire qu'il faut saluer. Et c'est quelqu'un qui a fait effectivement 30 ans que beaucoup jugent beaucoup trop élevé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps aussi que nous, Africains, en particulier les Égyptiens, qu'on tire les enseignements du soulèvement. Tout à l'heure, dans l'entame de vos propos, vous avez parlé de soulèvement qui a conduit aujourd'hui à sa déstabilisation. Qu'est-ce que ça conduit aujourd'hui? Donc je ne pense pas du tout que l'Égypte actuelle que nous avons se porte mieux du temps de Morsi, qui a été renversé en 2013, ou du temps de Moubarak, qui a été renversé en 2011. Je pense que s'il y a quelque chose qui est très important, les soulèvements populaires au niveau de chaque pays n'ont de sens, ne sont efficaces que s'il n'y a pas la main étrangère. Or, nous savons très bien ce qui s'est passé dans les printemps arabes. On ne peut pas dire qu'effectivement, c'est uniquement les peuples qui ont décidé. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus important. Aujourd'hui, c'est passé ce qui s'est passé. C'est à nous d'en tirer les leçons, de se dire qu'effectivement, il faut que nous luttions pour qu'il y ait de la démocratie, pour que nous évitions aujourd'hui qu'il y ait des chefs d'État qui se maintiennent au pouvoir 20 ans, 30 ans. Mais en même temps, il va falloir que nous pensions à quelque chose qui est très important, c'est la stabilité de nos pays. Aujourd'hui, l'Égypte a été déstabilisée, la Tunisie a été déstabilisée au nom de la démocratie. C'est très important la démocratie. Moi, je suis attaché à la démocratie, mais je pense que ce qui vaut plus aujourd'hui pour nous et pour l'Afrique, et pour les Égyptiens en particulier, c'est la stabilité de nos pays, la stabilité de nos institutions, qui sont aujourd'hui, qui peuvent garantir effectivement le développement économique de nos pays. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un aspect que vous avez abordé, c'était l'aspect extérieur, qu'on revienne sur l'aspect diplomatique, en fait, qu'avait abordé Hosni Moubarak. Il s'exerçait beaucoup dans cela, il était bien vu à l'étranger au point qu'il était apprécié, mais quelle était la gestion interne? Comment on l'explique, ce contraste entre la diplomatie et la gestion interne de son pays? Justement, la gestion interne était catastrophique, mais la gestion extérieure, la diplomatie, par rapport au rôle qu'il a joué par rapport au conflit israélo-palestinien, était un rôle important. Mais là, c'est apprécié à sa juste valeur par les Occidentaux. Sauf que les Occidentaux ne s'intéressaient pas aux questions internes, aux préoccupations internes de populations africaines. Les préoccupations internes, comme l'a soulevé Diop, sont la démocratie, l'alternance, le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, qui ne sont pas effectivement les préoccupations des Occidentaux. Nous pensons que les soulèvements sont légitimes parce qu'on ne peut pas pérenniser 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir comme ce qui se passe dans nos pays, sauf que les Occidentaux ont ils ont une autre préoccupation, c'est la question sécuritaire, notamment la question israélo-palestinienne. Et il a effectivement su exploiter cela. Il a plu aux Américains, il a plu aux Occidentaux qui, eux,
n'avait pas effectivement pensé à l'alternance en Égypte, en Tunisie, en Libye et même en Algérie. Et donc nous pensons que les Occidentaux doivent aussi allier les revendications, leurs préoccupations aux revendications internes de populations maghrébines, arabes et même africaines. Ce n'est pas leur point de vue. C'est de ce point de vue que je peux peut-être diverger avec Diop. Moi, j'aimerais faire juste une précision, parce que quand on fait la lecture du dossier égyptien, on oublie un aspect. Moubarak, c'était un militaire. Moubarak a perdu la guerre contre le général Moshe Dayan lorsque l'armée de l'air égyptienne a été détruite, et lui, il était le commandant en chef. Après, il a voulu se venger, en fait. C'est quelqu'un qui était un sécurocrate. Alors, tout le pouvoir de Moubarak était basé sur une chose, c'était basé sur l'aide américaine. L'Amérique a injecté des milliards et des milliards... l'appareil policier aussi. Oui, des milliards et des milliards de dollars, à telle enseigne qu'il a fabriqué une classe de bourgeois dans l'armée égyptienne qui avait leurs entreprises à eux. C'était devenu une mafia. Donc Moubarak n'était là que pour le plaisir des Américains, travailler par rapport à l'agenda des Américains, et il ne regardait pas l'agenda du peuple égyptien. Ce qui fait que, avec tous ces milliards que l'armée a brassés, la population s'est retrouvée dans une pauvreté extrême, et les islamistes en ont profité pour faire des œuvres sociales. C'est ainsi que Morsi est arrivé assez facilement au pouvoir. Et c'est la même chose avec la création du Hamas en Israël. On disait que Yasser Arafat était trop radical. Les services des renseignements israéliens ont créé les Hamas en disant vous êtes des modérés, vous allez distribuer du lait, du riz à gauche à droite. Et la machine s'est retournée contre le service secret israélien. Nous avons les Hamas qu'on a aujourd'hui. Donc avec l'Égypte, c'était à peu près la même chose. Bon, on regarde beaucoup plus l'aspect sécurité, l'aspect géopolitique, on ne regarde pas l'aspect interne, ce qui a conduit que Moubarak aujourd'hui apparaît comme, je vais dire, les bras des Américains dans cette région-là, une espèce de greffon dans un corps étranger. Les Égyptiens ne se reconnaissaient pas en sa politique, sauf qu'ils avaient une armée grandiose, une armée respectable, mais bon, on ne mange pas l'honneur. Justement, les Égyptiens ne se reconnaissaient pas dans sa politique. On lui a reproché de préserver l'accord avec Israël et de ne pas assez soutenir les Palestiniens. Est-ce que c'est ça qui lui a fait défaut finalement? Est-ce que ça a été une pierre d'achoppement pour lui? Moi, je pense qu'au niveau de la diplomatie de Moubarak, je pense qu'elle est à saluer. Il y a des choses qu'il a en tout cas refait qui lui a valu en tout cas l'Égypte de redorer le blason. Après, on ne peut pas faire l'unanimité. Il n'y a aucun pays au monde aujourd'hui sur la scène politique mondiale qui fait l'unanimité. Vous avez la Russie qui ne s'entend pas avec certains, la France pareil, les États-Unis, les pays africains c'est pareil. Je pense qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Néanmoins, là où il y a un problème, c'est au niveau de la gouvernance. Ça, c'est pas juste l'Égypte, c'est le cancer de l'Afrique aujourd'hui qui est la malgouvernance. La malgouvernance a fait qu'aujourd'hui, que quand on a voulu déstabiliser l'Afrique, ceux qui sont aujourd'hui qu'on considère comme étant l'armée étrangère ont utilisé le peuple. Effectivement, parce que le peuple, ils avaient besoin du travail, ils avaient besoin, etc. On a utilisé cela. C'est en cela que j'ai dit que le soulèvement populaire ne marche quand il n'y a pas l'armée étrangère. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont renversé Moubarak, qui ont renversé Morsi, ils doivent en tirer les leçons. Qu'est-ce qu'aujourd'hui que ces gens-là avaient fait qui n'a pas marché? C'est au niveau de la malgouvernance. Je pense qu'il va falloir que nous travaillions à avoir des institutions qui sont solides et que nous fassions attention aujourd'hui aux déstabilisateurs externes. La Libye aujourd'hui, personne n'imaginait qu'elle allait être comme ça. Et pourtant, on nous a vendu la démocratie. Les affaires marchent avec la stabilité, mais pas avec la démocratie. Même si, bien entendu, il faut bien que nous travaillions à ce qu'il y ait de la démocratie partout en Afrique. Mais insistons sur la partie que les autres n'insistent jamais parce que ça ne les arrange pas. C'est la stabilité de nos politiques, de nos institutions. Et pour conclure sur cette partie, quel héritage laisse-t-il à l'Égypte ? Monsieur Guebla. Mais écoutez, il reste à l'Égypte un héritage catastrophique étant donné que la succession de Moubarak, l'arrivée au pouvoir de Morsi, le fait que les militaires reprennent les choses en main et qu'ils instaurent un régime très fort, répressif à l'encontre de la société civile, à l'encontre des journalistes et même des opposants démocratiques, atteste à sa juste valeur que l'Égypte est encore contrôlée et tenue en main de fer par des militaires. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord que la transition se fasse de cette manière. Certains experts disent qu'il y avait plus de liberté sous Hosni Moubarak que maintenant. Bien sûr. Non, mais justement, mais aujourd'hui, la répression est forte. C'est pourquoi je dis qu'il laisse effectivement, de mon point de vue, un héritage très lourd pour l'Égypte. Les choses sous Moubarak, il y a quand même un régime très fort, en fait. Il y avait des arrestations, il y avait des interdictions. Il a fallu, en 2011, le printemps arabe qui puisse
balayer ces régimes. Nous avons cru peut-être que, comme tu disais tout à l'heure, on a cru peut-être que les islamistes allaient gérer le pouvoir de façon transparente, etc. Sauf qu'ils n'ont pas, on les a pas laissés, effectivement, on leur a pas donné la marge nécessaire pour qu'ils dirigent. Au bout de quelques années, ils ont été décapités. En tout cas, l'Égypte se trouve dans une situation, dans un tournant encore plus compliqué que sous Moubarak. En tout cas, c'est inquiétant. Moi, je pense que c'est très compliqué pour lui de laisser un très bon héritage parce que les conditions dans lesquelles il a été débarqué, donc on lui a forcé à partir. Donc dans ces conditions, c'est compliqué. Bien sûr, après 30 ans. Mais en même temps, il y avait plus de liberté que sous Moubarak que maintenant. Il y a beaucoup plus de répression. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les printemps arabes, c'est un échec total. Et ça, il faut le souligner. Mais ça ne pouvait pas réussir. Ça a été boutiqué par les Américains pour réorganiser toute la région du Moyen-Orient. Moi, je ne sais pas par qui, mais en tout cas, moi, je pense que c'est un échec. Moi, je pense que c'est un échec total et maintenant, il faut en tirer les enseignements. Les soulèvements populaires ne marquent que quand c'est des soulèvements à 100% autorisés, voulus par les peuples. Parce que le peuple est souverain. Donald Trump, on peut le traiter de tout ce qu'il veut. Il dit quelque chose qui est très important. On nous parle beaucoup de démocratie, mais la souveraineté, c'est ça qui est plus important. Si on a aujourd'hui un Kadhafi à Libye qui fait 40 ans, mais qui réussit aujourd'hui à faire de la Libye un géant mondial, mais tant mieux pour les Libyens. Mais on a fini par comprendre que ceux qui voulaient le départ de Kadhafi, ce n'étaient pas les Libyens. C'est des puissances étrangères qui se sont sentis gênés, froissés, qui ont décidé aujourd'hui que Kadhafi parte, sauf en tuant Kadhafi, on a tué l'Afrique entière. Et M. Maïzo, quel héritage laisse-t-il, M. Hosni Moubarak? Il a laissé une armée forte, mais qui est déstabilisée par cet affairisme de mauvaise aloi. Laquelle armée sera déstabilisée parce que, vous voyez, l'Éthiopie est en train de construire un barrage, et sans les Nils, l'Égypte n'est qu'un désert, mais avec la construction de ces barrages... de ce temps de faiblesse de l'Égypte pour... Oui, justement, parce que lors des négociations, l'Éthiopie a quand même fait comprendre à l'Égypte que maintenant, sur le plan militaire, ça sera pour une dent toute la bouche, pour un œil les deux yeux. Donc on sent vraiment que l'armée égyptienne n'est plus cette armée de dissuasion qui faisait peur. C'est une armée qui devient de plus en plus ordinaire comme toutes les autres armées, mais n'empêche, l'Égypte reste toujours un des plus grands pays africains. Et ce sera le mot de la fin parce que nous devons marquer une courte pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de cette émission.